Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom consacré cette semaine à la 33e journée de Première Ligue avec deux matchs dont on va vous parler dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Daman. Bonjour Philippe. Bonjour Serge, bonjour Et, Christian. et Christian Skakels qui représente évidemment comme toutes les semaines Vision du jeu. On va peut-être commencer avec cette semaine qui a été plus qu'agitée, avec évidemment le fiasco de la Super League et des six clubs anglais qui étaient membres fondateurs. Ça a duré 48 heures. Il y a eu un véritable tollé dans les médias anglais, avec le public aussi qui est venu protester même jusque devant les stades. Et on a presque pas vu, ou alors c'est passé presque sous silence, le licenciement de José Mourinho, qui a donc été viré lundi matin, un timing assez étonnant, à quelques jours d'une finale de Coupe de la Ligue. Est-ce que vous avez été surpris? Bon, on en a parlé évidemment beaucoup de José Mourinho durant toute cette saison et surtout dans VooZoom. Est-ce qu'on a été surpris du licenciement? Peut-être pas, mais du timing en tout cas, Philippe. Oui, parce qu'on se dit quelle différence de le garder jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, il y a un montant très très élevé à payer pour son contrat en cas de licenciement. Je pense que là, ils ont peut-être saisi une opportunité en se disant que, vu le tapage que ça allait faire dans la presse, l'histoire de la Super League, il y avait peut-être une chance que ça passe un peu discrètement, l'histoire de Mourinho, mais il n'empêche qu'ils doivent payer beaucoup d'argent pour le licencier. Donc, ouais, je comprends pas très bien non plus, en fait. Bon, en tout cas, il y a eu un premier effet puisque Tottenham a gagné son premier match sans Mourinho avec un nouveau manager intérimaire, 29 ans seulement, Ryan Mason. Bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été brillant, mais victoire quand même pour Tottenham face à Southampton. Christian, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps et on avait l'impression que cette équipe de Tottenham partait à la dérive avec José Mourinho. On voit quand même sur les infographies qui sont sorties ces derniers jours que au niveau des points gagnés par match de Premier League, il en a disputé 58. Il est parmi les plus mauvais managers de ces 10-15 dernières années du côté de Tottenham. Oui, à partir du moment où on décide que la compétition est au-dessus de tout et que l'important c'est de gagner et d'être performant, au bout du compte, quand on prend les chiffres et qu'on les passe à la moulinette, c'est pas suffisant. Alors donc, ça, pas suffisant. Le jeu, les gens étaient pas très contents. Pas beaucoup d'alternatives. Très, 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 très dépendant de deux ou trois joueurs. Enfin, voilà, dans le monde du foot, quand ça suit pas, c'est dehors. Et puis on dit aussi évidemment qu'il avait perdu son vestiaire après les remarques assez critiques qu'il avait effectuées au cours de ces dernières semaines. Donc il a fait moins bien que Tim Sherwood, que Pochettino, que Villas-Boas et que Harry Redknapp en termes de moyenne de points en Première Ligue. Mais il y a quand même quelques supporters de Tottenham qui ont gardé le sourire et qui ont de l'humour puisqu'ils ont dit que José Mourinho est quand même le deuxième meilleur manager de l'histoire de Tottenham. Bon, il y en a eu que deux, mais c'est déjà ça. Allez, on ferme cette parenthèse-là et on revient à Christian sur la 32e journée qui a donc été disputée le week-end dernier avec notre bilan de la semaine. On voit que la moyenne a un petit peu baissé. Bon, il y a eu moins de matchs puisqu'il y avait des matchs de Cup aussi également, mais que on reste toujours dans la même dimension, la même lignée en tout cas. Pour honorer quand même Tottenham, il y a Harry Kane qui est là, qui est toujours le meilleur buteur et le meilleur donneur d'assist, avec 21 buts, dont 18 de plein jeu, ça c'est quand même très important, et 13 passes décisives, dont 5 sur jeu direct, ce qui représentait bien la philosophie de Mourinho. Voilà, au niveau des victoires à domicile, déplacement partage, on est exactement dans la même moyenne que la semaine passée et on est très proche aussi des moyennes de buts par match, donc il n'y a pas une grande évolution. Un petit mot sur Manchester City qui a donc été gagné mercredi soir du côté d'Aston Villa. Il pourrait déjà être champion le 2 mai. Bon, il faudrait pour cela que Manchester United perde ses matchs d'ici là. Sinon, il manque encore 8 points à Manchester City pour être champion si United gagne aussi ses matchs de son côté. Voilà pour ce qui semble quand même être le futur champion de cette saison. Mais on va s'intéresser à la lutte pour le top 4, pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Avec le premier match que l'on va passer sous la loupe, c'est celui qui va opposer samedi à 18h30 West Ham à Chelsea. West Ham actuellement 5e avec 55 points, Chelsea 4e 55 points, un meilleur goal average, une meilleure différence de but. Vous savez qu'en Angleterre c'est ça qui fait la différence, pas le nombre de victoires. Attention, Liverpool joue juste avant, samedi au début d'après-midi, donc pourrait aussi dépasser ces deux équipes. Lutte intense pour la 4e place. Et on commence avec West Ham, ça reste évidemment la surprise de la saison, une équipe qu'on attendait plutôt dans la lutte pour le maintien et qui finalement lutte pour la Ligue des Champions. Et j'ai l'impression, Philippe, qu'il y aura aussi
aussi beaucoup de supporters maintenant du côté de West Ham après ce qui s'est passé avec la Super League, où Chelsea était évidemment cité parmi les clubs fondateurs. Ça a fait un véritable tollé. Donc je pense que West Ham sera maintenant le chouchou des Anglais, en tout cas ceux qui ne supportent pas les autres clubs du Big Six, pour se qualifier à la prochaine Ligue des Champions. Et ils font de toute façon une saison assez exceptionnelle. Oui, oui, c'est possible que ce soit le cas. C'est vrai que peut-être que c'est un club aussi qui historiquement a peut-être une couverture plus populaire que les autres qui sont devenus des très très grands. Et c'est sûr que cette Super League ne fait que renforcer cette idée-là. Je note au passage qu'il y a déjà des supporters qui ont envahi le terrain de Manchester United aujourd'hui pour protester encore. Donc ça continue même après le retrait. C'est vrai que donc les clubs qui n'ont pas participé risquent d'avoir une bonne presse, on va dire, auprès des fans anglais. Maintenant, ce que je note, et ça c'est moins positif, c'est que sur les 5 dernières rencontres, West Ham n'a gagné que 2 fois, mais ils ne sont pas les seuls. Chelsea aussi, Leicester aussi. Donc tous les clubs qui sont en lutte, et Tottenham aussi d'ailleurs, qui sont en lutte pour cette qualification en Ligue des Champions, sont un petit peu dans la difficulté actuellement, je trouve. Ah oui, West Ham reste en tout cas sur une défaite décevante à Newcastle, mais on peut dire, Christian, qu'il y a du spectacle et des buts dans les matchs de West Ham maintenant depuis quelques semaines. Ça c'est sûr, on a fait donc l'analyse des performances sur les 4 derniers matchs. Voilà, quelqu'un qui a assisté au match de West Ham, il a assisté à 21 buts en 4 matchs, 11 buts marqués, voilà, surtout en première mi-temps, il fallait arriver à temps, et puis alors il y a 10 buts encaissés, et tous au-delà de la 30e minute, donc ça démarre très fort, et puis après, ça se gade un peu, et c'est toujours des matchs qui se sont terminés dans la difficulté, et même notamment avec la défaite contre Newcastle, alors qu'ils étaient revenus à 2-2, justement. Et quand on observe le modèle offensif, vous vous rappelez, on a souvent évoqué que West Ham, c'était le jeu dominant placé, les phases arrêtées, les centres et le jeu de tête. Et bien voilà, sur cette période de 4 matchs, on a seulement 5 buts sur jeu dominant placé. Par contre, grâce à l'apport de Jesse Lingard, qu'on l'avait vu aussi dans l'infographie la semaine passée, il y a 1 but sur jeu dominant rapide et 3 buts sur jeu direct. Donc là, il y a une sorte de changement dans le modèle de jeu durant ces 4 matchs. Il y a très peu de buts sur phase arrêtée, et donc voilà, donc c'est un peu la fin de saison, ça commence un peu à s'effriter, et donc on va voir un peu s'ils peuvent un peu se reprendre pour essayer de combler ces problèmes-là. Alors marquer 11 buts c'est très bien, mais en encaisser 10 ça c'est problématique. Ouais, ça commence peut-être aussi à s'effriter parce que Declan Rice est blessé, Antonio est blessé également, Dawson sera suspendu pour le match de ce week-end, et Cresswell reste toujours incertain. Donc ce sont des joueurs importants qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas évidemment aider West Ham pour le moment. Bon, West Ham, attention, à domicile, c'est quand même la 2e meilleure équipe du championnat derrière Manchester City avec 9 victoires, 3 défaites et 4 partages. C'est quand même 31 buts à domicile. C'est un petit peu paradoxal, puisqu'on sait qu'il y a plus de victoires en déplacement qu'à domicile cette saison en championnat. Mais c'est une équipe aussi qui semble souder un gros collectif avec Jesse Lingard. On l'a dit, c'est 9 buts en 10 matchs, mais on a aussi l'impression que ce sont des revanchards, Philippe, avec David Moyes qui restait sur quelques échecs, Lingard qui ne jouait plus à Manchester United, Fabianski qui à l'époque d'Arsenal était considéré comme un échec. Donc il y a quand même quelque chose dans cette équipe avec en plus les Tchèques aussi notamment. Ah, c'est sûr que les 2 Tchèques ont amené énormément depuis même le milieu de la saison passée pour Soucek. Ce sont des joueurs très puissants, de devoir aussi, qui travaillent tout le temps, donc ils apportent beaucoup. Maintenant, la caractéristique de cette équipe de West Ham, c'est d'avoir très peu d'occasions et de marquer beaucoup. Je me souviens du dernier match que j'ai fait, je ne sais plus trop contre qui c'était, ils ont marqué 2 buts, ils ont eu 2 tirs en une mi-temps, et c'est ça qui fait leur force maintenant. Perdre un joueur comme Cresswell qui donne beaucoup d'assists, comme c'est une équipe qui est très efficace sur les centres, ça va être une difficulté à gérer, je pense, mais dans ce match face à Chelsea, le paradoxe, c'est peut-être 2 équipes justement qui créent assez peu d'occasions. Il y en a une qui marque très souvent, l'autre beaucoup moins, parce que les Blues, c'est plus compliqué quand même de marquer des buts. Bon, c'est vrai que Chelsea marque peut-être pas énormément, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts et qui reste sur une très très bonne série, une bonne période en tout cas, une qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, ce sera juste après le match à West Ham, une finale aussi de Cup qui sera disputée face à Leicester. Donc depuis que Thomas Tuchel est là, cette équipe de Chelsea va beaucoup mieux. Il pourrait d'ailleurs être le premier coach de l'histoire de Chelsea à débuter avec 10 déplacements, toutes compétitions confondues, sans défaite. Et puis je vais quand même donner une info qui m'a quand même très impressionné. Tuchel, depuis qu'il est arrivé, ça fait 3 mois, il a réussi à battre 2 fois Simeone, il a battu Mourinho, il a battu Klopp, il a battu Ancelotti, il a battu Guardiola le week-end dernier, sans encaisser le moindre but. C'est très impressionnant. Christian. Je vais commenter ce que tu dis, Serge, grâce à l'infographie. Voilà, donc sur les 13 matchs depuis qu'il est là,
Il y a 8 buts encaissés seulement, dont 5 contre West Bromwich Albion, qui était vraiment l'accident de son parcours. Et alors, il y a 9 clean sheets, donc 4 fois 0-0. Et quand on observe le modèle de jeu défensif, ben voilà, on n'encaisse pas sur phase arrêtée, on encaisse très peu sur jeu dominant placé. Donc, la seule problématique qui pourrait trouver un problème parce que West Ham marque comme ça, c'est le jeu dominant rapide et le jeu direct, et c'est là qu'ils encaissent les buts actuellement. Mais enfin, c'est vraiment très peu, c'est vraiment ridicule. D'ailleurs, c'est la meilleure performance depuis qu'il est arrivé sur les 13 matchs, la meilleure performance défensive en Première Ligue. Quand un nouvel entraîneur arrive et que c'est un peu la débandade avant, ben c'est important de remettre en place l'aspect défensif. Là, il a réussi son objectif là sans problème pour le moment. Maintenant, il faut un peu passer à l'aspect offensif maintenant pour pouvoir concrétiser et enchaîner quelques victoires. Bon, juste un petit mot encore sur l'aspect défensif, c'est 9 clean sheets en Première Ligue, 15 clean sheets au total, toutes compétitions confondues. Personne en Europe, en tout cas dans les 5 grands championnats, ne fait mieux. Bah, juste une question, est-ce que le passage à une défense à 3, parce que les joueurs n'ont pas changé entre Lampard et Tuchel, est-ce que le simple changement de disposition à la défense à 3 peut expliquer vraiment cette performance défensive, Christian? Non, pas nécessairement le fait de passer à 3, parce que tout dépend en fait de l'animation défensive. C'est les instructions, qu'est-ce qui se passe quand on a le ballon et qu'on a l'occasion, enfin on a l'opportunité de ne pas réussir une attaque. Il faut absolument pouvoir anticiper. Et comment est-ce qu'on se replace? Et on a vu dans des matchs du top, notamment contre Liverpool, il y avait une vitesse de reconversion défensive qui était extraordinaire. Donc on sent bien que le travail d'entraînement, que le conditionnement, il est basé sur attention, on peut attaquer, mais il faut surtout bien défendre. Et ça, c'est un modèle du genre pour le moment. Ouais, le mot-clé, c'est sans doute le conditionnement. Par contre, vous l'avez dit, Christian, au niveau offensif, on a l'impression que cette équipe de Chelsea a encore une grosse marge de progrès. Alors voici, donc c'est l'efficacité offensive sous Tuchel. Il y a 17 buts marqués, c'est pas énorme. Ce qui est intéressant en 13 de voir, matchs, hein, on le précise, en 13 matchs. oui, sur 13 matchs. À peine un but par match ou un petit peu plus. Oui, pour le moment. Et alors, il y a, en comptant aussi que bon, ils ont quand même fait 4-0-0 et qu'ils ont fait une victoire 4-1 contre Crystal Palace, donc ça réduit encore la moyenne dans les autres matchs. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir qu'il y a 10 joueurs différents qui ont marqué ces 17 buts, donc ça veut dire en fait voilà qu'il y a un danger qui vient de partout et que tout le monde est concerné par l'aspect offensif. Il y a 11 buts marqués en première mi-temps, donc là aussi c'est un peu à l'instar de West Ham. Il faut pas rater le début du match parce qu'ils mettent la pression très vite et ils sont très efficaces dans cette période-là. Et si on observe le modèle offensif par contre sur les 17 buts, on voit en fait c'est du jeu dominant placé et c'est surtout de la phase arrêtée. Donc il y a très peu de jeux rapides. Donc c'est un peu, si on voit cette infographie et qu'on revient un peu 3 ou 4 semaines en arrière, on a l'impression de voir l'infographie de West Ham en fait. Mais voilà, il y a pas de jeu direct, il y a très peu de jeux rapides. Donc ils vont probablement s'imposer dans le camp de l'adversaire et ils vont essayer de monopoliser le ballon et de créer surtout des occasions dans les derniers 16 mètres, comme on va pouvoir le voir sur l'infographie suivante. Ah, c'est assez étonnant, Christian, parce qu'avec des joueurs comme Werner, comme Pulisic, comme Ziyech, on peut y ajouter Hudson-Odoi, ce sont des joueurs qui donnent l'impression, en tout cas, d'avoir beaucoup de qualité, sur le jeu rapide, sur la vitesse. Oui, mais à partir du moment où on donne une importance plus marquante sur le jeu défensif, on a tendance à avoir un bloc équipe qui est plus bas. Donc quand on repart en reconversion rapide, c'est chaque fois 1, 2 joueurs, 3 joueurs maximum qui sont concernés. Tandis que quand on se dépose dans le camp d'adversaire, et c'est aussi le cas de Chelsea parce qu'ils doivent, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les moyens technico-tactiques pour pouvoir le faire. Voilà, c'est sûr c'est toujours plus facile de marquer quand on est dans la possession de jeu dans les 16 derniers mètres. Mais ils le font très bien pour le moment, donc peut-être que ça va évoluer, hein. Peut-être que quand il aura bien mis en place son système défensif, peut-être qu'il va prôner un peu de reconversion rapide pour pouvoir surprendre l'adversaire à un certain moment. Je dirais que ça va être un petit peu court parce qu'il reste 7 matchs à jouer. Ils doivent jouer une finale de Coupe d'Angleterre, ils doivent jouer 2 demi-finales face au Real Madrid. Ça fait déjà 10, hein.
Oui, non, bien sûr, mais voire 11 s'il y a une finale derrière. Je parle des 7 matchs de Première Ligue pour la qualification en Ligue des Champions. C'est quand même l'objectif principal aussi. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont pris à peine la moitié des points sur les 5 dernières rencontres. Alors, ils ne sont pas les seuls. C'est le cas aussi pour Leicester, c'est le cas pour West Ham, c'est le cas pour Liverpool qui a juste un petit peu plus. Mais ça paraît quand même peu pour se qualifier pour une place en Ligue des Champions. C'est un peu bizarre, en fait, cette lutte pour les 4 premières places. On voit des équipes qui ne fonctionnent pas si bien que ça, en fait, sur les 5 dernières rencontres, en tout cas, mais ça veut dire le dernier mois. Et je pense que l'équipe qui va réussir à enchaîner les victoires, et c'est plutôt le cas de Liverpool pour l'instant, sera la mieux placée pour aller décrocher les places nécessaires. Bon, on constate en tout cas, Christian, qu'il n'y a pas un joueur au niveau offensif qui sort du lot en termes de buts marqués, voire en termes d'assists. Pas sous Tuchel en tout cas, donc on a observé un peu quels étaient les modèles offensifs et le voici. Donc ils ont marqué 17 buts. Alors ici j'ai repris les 10 buts qui ont été marqués de plein jeu. Comme on peut voir, le plus prolifique c'est Mason Mount. Alors on peut voir que de plein jeu, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Timo Werner. Donc ça, c'est très très intéressant de voir que ces joueurs-là, avec leur efficacité et leur qualité, peuvent encore ajouter quelque chose de plus. Et ici, surtout sur l'infographie, donc sur la partie de droite, on voit en fait que la partie du terrain qui est utilisée le plus pour l'efficacité, c'est dans les derniers 16 mètres sur le flanc gauche avec 5 centres qui viennent de cette zone-là. Le reste des buts sont marqués par un centre de la droite et alors des combinaisons de passes qui viennent de la deuxième zone et une combinaison de passes qui vient de très loin. C'était un des 2 buts seulement sur reconversion rapide. Donc, je propose aux téléspectateurs de bien observer les modèles et surtout ce passage par le flanc gauche du côté de Chelsea. Bon, ça confirme aussi que Mason Mount est sans doute le joueur le plus en forme du côté de Chelsea. On pensait qu'au départ de Lampard, il allait moins jouer. Ben non, finalement, c'est devenu le joueur offensif, l'atout offensif quasiment numéro 1, même si Christian, Timo Werner, on sait que c'est pas une saison extraordinaire comparée à ce qu'il faisait avant à Leipzig, mais c'est quand même 10 buts et 9 assists. C'est le joueur le plus efficace, toute compétition confondue cette saison, Christian. Oui, il y avait une infographie il y a 4 semaines où on avait montré qu'il était avec 5 buts et 5 assists à ce moment-là. Rien qu'en première ligue, il était le joueur le plus prolifique et le plus efficace avec 27% des buts marqués. Mais voilà, ça confirme et donc c'est une fois de plus, c'est la différence entre le sentiment qu'on a et la réalité des faits. Et là, dans une équipe qui a 10 joueurs différents, sous Tuchel qui a 10 joueurs différents qui marquent, il y a très peu de joueurs qui ont énormément d'assists, où tout le monde participe. Ben, je crois qu'il a sa pierre à l'édifice avec les statistiques que tu as données. West Ham, Chelsea, match capital dans la course au top 4. Rendez-vous samedi, coup d'envoi à 18h30. On va s'intéresser aussi à la rencontre du lundi soir. Elle nous intéresse surtout parce qu'il y aura des Belges sur la pelouse. C'est Leicester face à Crystal Palace lundi à 21h. Bon, Leicester, 3e, mais c'est avant aussi le match qui sera disputé de jeudi soir. Cette émission est enregistrée avant le match de jeudi soir qui oppose Leicester à West Brom. Donc là, ils pourraient quand même reprendre un petit peu d'avance dans la course au top 4. Ils sont 3e pour le moment avec 56 points avant ce match face à West Brom. Donc Crystal Palace, 13e, 38 points. Bon, Crystal Palace peut terminer la saison en roue libre puisque l'essentiel est acquis, c'est-à-dire le maintien. On va commencer avec Leicester qui s'est quand même brillamment qualifié pour la finale de la Cup. Et Christian, on va surtout s'intéresser aux joueurs belges. Dans cette confrontation, c'est surtout en fait la confrontation entre Christian Benteke et Youri Tielemans, puisque de nos joueurs belges, sur les 27 buts marqués par les 9 joueurs belges en première ligue actuellement, mais les 2 premiers, c'est Christian Benteke avec 6 buts et Youri Tielemans avec 6 buts, suivi par Kevin De Bruyne et Leandro Trossard. Et donc, ça va être une belle confrontation entre les deux et celui qui marque passera en tête du classement. Ce qui était intéressant de voir, surtout ici, c'est de voir que Christian Benteke est le meilleur buteur belge avec Tielemans. Pourquoi ? Parce que si on se souvient, pendant la première pause pandémie, on avait fait un zoom sur Christian Benteke et justement on avait montré qu'il y avait une méforme, qu'il n'était pas titulaire, qu'il était aussi remplacé par Batshuayi qui était arrivé à la trêve. On avait montré surtout que le modèle de jeu qui était prôné par l'entraîneur de Crystal Palace ne convenait absolument pas à Christian Benteke puisqu'on ne passait pas par les flancs, on ne donnait pas des centres et il ne pouvait pas profiter de son jeu de tête. Et là en fait,
malgré qu'il n'a pas énormément joué cette saison. Maintenant, il enchaîne les matchs et il enchaîne surtout les buts. Et de quelle manière? On peut le voir dans l'infographie ici à droite. Il a marqué 5 buts sur centre, dont 4 de la tête. Donc, ça confirme ce qu'on explique chaque semaine dans les Zoom et dans les modèles. Les joueurs ont un conditionnement, ils ont des forces, ils ont des faiblesses. Mais si les entraîneurs ne donnent pas les conditions pour qu'ils puissent optimiser et exercer leurs forces, ça ne va pas. Ici, il a réussi à le faire et ça, c'est magnifique. Du côté de Tielemans, c'est très bien parce qu'on sait qu'il vient de deuxième ligne. On avait aussi montré dans un Zoom à la même époque que depuis qu'il avait quitté Anderlecht, il ne marquait plus sur des tirs hors rectangle. C'était, je crois qu'il en avait marqué un seul avec Monaco et tout le reste, c'était énormément de buts. Il avait le record, je crois, avec Anderlecht au niveau des tirs hors rectangle. Et là, on voit dans son efficacité, ben voilà, il a tiré 2 pénaltys, ça on savait puisqu'il le faisait à Anderlecht aussi. Mais surtout, il a 2 buts sur tirs hors rectangle et ça fait énormément de bien puisqu'on là aussi, on utilise ses forces. De même que pour De Bruyne. De Bruyne, on sait que c'est surtout à l'assist. Il a 5 buts parce qu'il vient de la deuxième ligne aussi, 2 pénaltys. Et Trossard aussi, très intéressant, 4 buts, tous de plein jeu et aussi des tirs en rectangle. On l'a vu aussi grâce à Julien qui l'a interviewé récemment pour l'antenne, qu'il était très fort sur des tirs enroulés. Eh bien, là, les 2 tirs en rectangle, ça confirme aussi, c'est 50% de ses buts sur des tirs en rectangle. Et alors, Michy, qui joue pas beaucoup, mais qui, quand il joue, ben voilà, il retrouve aussi son modèle, et ce modèle du passage par l'axe dans le jeu rapide. Donc, les joueurs belges, ils demandent une chose, c'est qu'on leur donne les conditions pour qu'ils puissent exercer leur talent, et quand on leur donne ces conditions-là, ben, ils sont très efficaces. Ouais, Michy qui avait marqué le but de l'égalisation à Everton, qui n'avait pas pu jouer le match suivant parce que c'était face à Chelsea, club auquel il appartient toujours. Un petit mot quand même sur Christian Benteke. Philippe, on peut dire que c'est une véritable résurrection pour lui. 6 buts cette saison, c'est plus que sur les 2 saisons précédentes. Et maintenant, il est titulaire. Il a été titulaire 6 fois de suite. Il joue dans un duo offensif avec Wilfried Zaha, alors qu'il y avait même un autre joueur, un attaquant qui était arrivé durant le mois de janvier, qu'on pensait plus trop le voir sous le maillot de Crystal Palace. Finalement, il s'est pas réinventé, parce que Christian l'a dit, ça reste toujours le même conditionnement, le même modèle, mais il a retrouvé son efficacité. Et en tout cas, il a retrouvé la confiance du coach, dans un système où on lui donnait très très peu de temps de jeu. Sur les 2 dernières années, on pouvait vraiment s'inquiéter. C'est vrai que Crystal Palace, c'est pas une équipe qui va beaucoup produire du jeu qui lui convient, mais maintenant, ça a un petit peu changé. Et tant mieux pour lui, il revient au bon moment, puisqu'il y a un championnat d'Europe qui se profile. Et en plus, il est en fin de contrat. Donc oui, voilà, donc c'est sûr que pour lui, c'est une belle opportunité. Un petit mot quand même sur les autres Belges de Leicester, avec Castagne qui a été titulaire dans tous les matchs depuis qu'il est revenu de blessure au mois de février. Bon, Pratt, lui, par contre, est revenu de blessure, il joue un petit peu moins, 76 minutes depuis qu'il est revenu. Mais un mot quand même sur Castagne, avec une équipe de Leicester qui est passée à une défense à 3 aussi depuis quelques matchs. Castagne qui peut jouer sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, ça ne change pas, il reste toujours disponible des 2 côtés. Il y avait un bon début de saison en termes de statistiques, là c'est un petit peu moins marquant, mais il reste quand même un joueur apprécié par Rodgers, c'est titulaire, je le disais, quasiment à chaque match. Oui, mais en même temps, sur les 2 dernières rencontres, la défaite à domicile face à City et la défaite en déplacement à West Ham, l'équipe a montré quand même très très peu de choses, sauf dans le dernier quart d'heure face à West Ham, où ils ont failli revenir à 3 partout, mais ça devient une habitude aussi pour West Ham de se faire rejoindre en fin de rencontre. Mais surtout, ce qui m'a frappé dans ce match-là, c'est le peu de construction, de présence de manière générale. Alors, le seul qui bougeait un peu, c'est Castagne, mais lui aussi, il a commencé à gauche, il a fini à droite, donc en cours de match, il a dû changer en raison d'une blessure. C'est compliqué, Pratt est sorti aussi dans ce match-là, mais il n'était pas encore à 100% pour jouer, et Tielemans, ça a été quand même très discret dans la première heure de jeu. Après, dans la dernière demi-heure, on l'a vu beaucoup plus. Donc, c'est un constat quand même un petit peu mitigé. Je pense que ce match il y a celui ce soir, ce soir, puisqu'on enregistre avant, face à West Brom, qui est important, parce que West Brom est une équipe qui cherche à se sauver. Ça va pas être facile, je pense, et ils ont marqué des buts ces dernières semaines. Et puis ce match face à Palace, il faut quand même éviter de sombrer dans l'approche de la dernière ligne droite comme ils l'ont fait la saison dernière. Et je pense que les Belges, effectivement, auront un rôle important.
Mais moi, ils m'ont semblé, en tout cas dans le match face à West Ham, un petit peu à bout de souffle. Ouais, effectivement, ils devront battre d'abord West Brom et puis battre absolument Crystal Palace, puisqu'on le rappelle, les 3 derniers matchs de Leicester seront face à des concurrents directs dans la course au top 4. Ça reste évidemment passionnant. Je vous rappelle que vous pourrez voir tous les matchs de la 33e journée. Bon, il n'y en a pas 10, puisqu'il y a aussi la finale de la Coupe de la Ligue dimanche entre Manchester City et Tottenham, avec, on l'a dit, notamment West Ham-Chelsea. Vous pourrez voir aussi Liverpool-Newcastle, match important pour Liverpool dans la course au top 4, et Manchester United qui se déplace à Leeds notamment. Merci Philippe, merci Christian. On vous souhaite un excellent week-end de football de Première Ligue sur Vous Sport World et à la semaine prochaine. Bye bye.